Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Voyage en cuisine. Aujourd'hui, on part au pays des kangourous, l'Australie. On va savourer la reine des pâtisseries, la pavlova. Elle se mange d'abord avec les yeux. Cette meringue nappée de chantilly et coiffée d'une couronne de fruits de saison fait fondre les Australiens qui en ont fait un dessert de fête. Je ne crois pas avoir passé un seul Noël sans pavlova. Chez moi, c'est une vraie tradition. À Sydney, où l'opéra est aussi blanc qu'une pavlova, la pâtissière Ryan Mead est la reine des blancs en neige. Et elle est bien placée pour parler de ce plat qui déchaîne les passions. La pavlova est un plat autour duquel l'Australie et la Nouvelle-Zélande se bagarrent. Ma mère est néo-zélandaise et mon père australien. Donc, en ce qui concerne l'origine de ce dessert, c'est difficile pour moi de choisir un camp. Notre reporter Clémence a eu sa petite part du gâteau et devinez quoi? Elle n'en a pas laissé une miette. Et dans notre rubrique Le goût du pays, nous irons à Paris rencontrer Kieran. Son truc à lui, c'est aussi la pâtisserie. Et rendez-vous en fin d'émission pour notre recette maison. Mais tout de suite, bonjour Clémence. Alors toi, où que tu ailles sur la planète, tu ne peux pas t'empêcher de manger des gâteaux. J'aime ça, pourquoi je devrais m'en priver? Surtout quand il y a mes deux péchés mignons réunis, la meringue et les fruits. Et les Australiens, ils en cultivent beaucoup. Mangue, passion, pêche, framboise et j'en passe, tout pousse. Et cette diversité, elle s'explique en partie par la géographie. Alors, c'est pas un scoop, mais l'Australie, en termes de superficie, c'est quand même un beau bébé. On parle du 6e plus grand pays du monde. Il fait environ 14 fois la taille de la France hexagonale, 22 fois la taille de l'Allemagne. Donc forcément, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, les sols ne sont pas les mêmes et surtout les climats sont différents. Et ça, pour la fruiticulture, ça change tout. Dans le nord, c'est une ambiance tropicale. On trouve des forêts denses où pullulent les crocodiles et les moustiques. Au centre, changement de décor, le climat est désertique, c'est la terre des dromadaires. Tandis que dans le sud, on peut skier en hiver. Voilà pourquoi les Australiens peuvent manger toutes sortes de fruits tout au long de l'année. Il y a plein de fruits endémiques en Australie, comme la prune de Kakadu ou le quandang, mais c'est très difficile à trouver sur le marché. Et la majorité des fruits que consomment les Australiens, ils ne sont pas endémiques. Non, et ça s'explique par l'histoire. C'est-à-dire que les vergers qu'on peut voir aujourd'hui en Australie, ils ont vu le jour après la colonisation. En 1788, plusieurs bateaux britanniques accostent dans la baie de Sydney avec tout un stock de graines. Des graines de citron, d'orange, de bananes, j'en passe et des meilleures. Beaucoup viennent d'Europe, les autres ont été glanés au Brésil et en Afrique du Sud au cours des escales faites durant le voyage. Ce sont ces graines que les colons ont plantées un peu partout, important ainsi des habitudes alimentaires typiques de leur colonie. Et en parlant de ça, je me demande bien quel fruit notre chef du jour a mis dans son panier. Salut tout le monde, bienvenue à Sydney, une ville à laquelle je suis très attachée car j'ai eu la chance d'y vivre pendant 1 an il y a quelques années. Chaque année, c'est des millions de touristes qui viennent du monde entier admirer l'Opera House que vous pouvez apercevoir juste derrière moi et le Harbour Bridge. Pour rappel, Sydney, ce n'est pas la capitale de l'Australie. Certes, c'est l'une des villes les plus peuplées et les plus animées du pays. Et là, on va aller au Flemington Market, connu aussi sous le nom de Sydney Market, où m'attend la chef pâtissière Ryan Mead. Salut Clémence, Comment ça va? bien merci. Donc nous voici au marché de Flemington. Oui, bienvenue au marché de Flemington. C'est le plus grand marché de gros de l'hémisphère sud. Il existe depuis plus de 50 ans. Ici, on trouve plein de produits. On va aller jeter un œil aux fruits et légumes, mais il y a aussi des fleurs, du poisson, bref, il y a un peu de tout. On va rencontrer Anthony de l'entreprise Par Ici, un fournisseur de notre restaurant. Allons-y. Salut Ryan! Salut, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Oui, ça fait plaisir. Vous travaillez ici? Oui, dans ma famille, on travaille dans les produits frais depuis 3 générations. On est dans le métier depuis 70 ans, donc ici c'est un peu ma deuxième maison. On va aller voir mon oncle Chris, le maestro de l'entreprise Par Ici. Je suis venue parce que la pavlova est au menu ce week-end. Génial. Donc j'ai besoin de vos meilleurs fruits. Ce serait super. L'iconique pavlova australienne. Regardez-moi ce fruit magnifique. Cette nectarine s'appelle la Majestic Pearl. Vous voyez cette couleur rouge autour du noyau? Ça prouve que le fruit a été fraîchement cueilli. Si cette partie n'était pas concentrée autour du noyau, ça voudrait dire que le fruit est sec, alors que là, il est bien juteux. Incroyable. Tellement bon.
En hiver, j'aime bien faire la pavlova avec des poires pochées au chocolat. Et en été, j'utilise beaucoup de fruits à noyaux. Je prends tout ce qui me tombe sous la main. Des cerises, des mangues, des fruits de la passion, des baies. C'est ce qui est génial avec ce gâteau. Tu peux mettre ce que tu veux dessus. Là, on est au milieu du mois de janvier. C'est la saison des cerises de Tasmanie. Je vais te montrer deux variétés de cerises. D'abord, la Regina. Elle fait entre 32 et 34 mm. Elle a une texture ferme, plus croquante, avec un goût acidulé légèrement plus prononcé que celle que je vais te faire goûter ensuite. Celle-là, c'est vraiment le top du top. La cerise noire de Tasmanie, tout le monde l'attend. Elle est plus grosse que la Regina. Elle fait entre 34 et 36 mm. Tu vois la différence de couleur? Elle est très noire. Je trouve que la noire de Tasmanie a une saveur plus intense. La première qu'on a goûtée avait un goût plus acidulé. Celle-ci est un peu plus sucrée, plus juteuse, un peu plus intense. Alors laquelle tu vas prendre? C'est vraiment dur de faire un choix. Mais je pense que je vais prendre celle-ci. La saison des mangues commence dans le territoire du Nord, avec la variété Kensington. En janvier, ces mangues deviennent très molles. Elles perdent beaucoup de saveur et deviennent filandreuses, ce qui n'est pas bon. Quand ça arrive, on change de variété. On prend des Honey Gold. Regardez la forme de la mangue. Vous voyez comme elle est bien ronde? Beaucoup de mangues ont une forme plus fine, plus plate. Cela signifie qu'elles sont immatures. Quand elles sont bien colorées et grosses, elles sont parfaites. Goûte-moi ça. Merci. Tu m'en diras des nouvelles. C'est fabuleux. C'est très doux. Il y a une petite touche d'acidité, puis c'est très sucré à la fin. C'est la meilleure mangue. Celle-ci, c'est la variété Pearl. Elle a une couleur plus intense. Ça, c'est la Honey Gold. Et ça, c'est la Pearl. C'est très bon. Assez prononcé, hein? Oui, beaucoup plus intense, plus sucré. La texture est tellement lisse. C'est vrai. Dans la maison familiale où j'ai grandi, nous avions différents arbres fruitiers et mon préféré, c'était le manguier. Il était vraiment vieux, mais il était immense et produisait des centaines de mangues qui tombaient par terre. Elles étaient très petites. Ça n'avait rien à voir avec cette qualité-là, mais c'est un souvenir tellement heureux. Cueillir des mangues, les manger, c'était tellement bien. Donc je vais prendre un plateau de Honey Gold, un de fraises et un de framboises. Et un plateau de pêche blanche. Des pêches blanches, d'accord. Ici, on ne peut pas acheter un ou deux fruits. Il faut les acheter en gros. Donc je passe ma commande et Anthony va tout livrer au restaurant de Charles demain. Ce sera livré tôt demain matin à 8h30, directement dans la cuisine, pour toi. Promis. Je serai là pour t'accueillir. Tu vois, Pierre, tous les fruits que Ryan a achetés au marché vont venir recouvrir la pavlova, comme celle qui est devant nous. Et la base de ce gâteau, c'est la meringue. Pas de meringue, pas de pavlova. Attends quand même, hein, parce que moi aussi j'aime ça la meringue. Donc tu m'en laisses un petit peu. Bon, tu le sais aussi bien que moi, la meringue, c'est pas né en Australie, c'est une recette qui est apparue en Europe. Mais dans quel pays? That's the question. Telle est la question. Alors, on dit que la meringue a été inventée en Suisse, dans la ville de Meiringen. Meiringen, meringue, l'hypothèse elle est quand même séduisante. Mais pour d'autres, elle serait née en France. Une chose est sûre, aujourd'hui, il y a 3 façons de la cuisiner. À la suisse, à la française et à l'italienne. Cette meringue italienne, elle est particulièrement crémeuse. C'est souvent elle qu'on retrouve par exemple sur la tarte au citron meringuée. Bon, en tout cas, en Australie, la pavlova, c'est l'un des desserts les plus populaires que l'on mange à Noël ou lors d'anniversaire, par exemple. Et regarde-moi cette meringue qui est toute ronde, toute lisse, toute blanche. Ça t'est pas pensé un peu à un tutu de danseuse? Et en fait, cette pavlova, elle aurait été créée pour une ballerine russe. Et pas n'importe laquelle. Anna Pavlova, c'est la première star de la danse classique à avoir fait le tour du monde avec sa compagnie. En 1926,
Elle fait une tournée en Océanie. Elle s'arrête en Nouvelle-Zélande et en Australie. Des milliers de personnes viennent la voir danser. Son succès est tel qu'on voit émerger tout un tas de produits qui empruntent son nom et son image, comme des cosmétiques, des chaussures et des pâtisseries. Et tu sais, Anna Pavlova, c'est pas la seule artiste à avoir influencé des pâtissiers. Tu penses à qui d'autre? Puisqu'on parle de l'Australie, je pense à une diva australienne. Elle s'appelle Hélène Porter Mitchell, mais elle est plus connue sous son nom de scène, Nelly Melba. C'est une soprano dont la voix a envoûté le chef cuisinier français Auguste Escoffier. En 1893, après l'avoir entendu chanter à Londres, il crée un dessert qui va devenir iconique, la célèbre pêche Melba. Et au cours de sa carrière, Escoffier a célébré d'autres dames de la société. On lui doit par exemple la salade Réjeanne ou les fraises Sarah Bernard. Comme quoi, les arts et la cuisine se marient bien ensemble. Et d'ailleurs, pour Réanne, la pâtisserie est un art à part entière. Salut! Bienvenue au restaurant Charles. On est en plein cœur de Sydney. Suis-moi. Ici, c'est notre coin bar. On peut grignoter, boire un verre. Nous avons même un DJ. Et là, on entre dans la partie restaurant. Nous avons une magnifique cuisine ouverte. Je pense que la pavlova est vraiment un plat emblématique de l'Australie. C'est un dessert à base de meringues et de fruits, tout simplement. On commence avec des blancs d'œufs frais, à température ambiante, c'est mieux, car ils vont monter plus fermement et s'incorporer plus facilement. Il faut mettre environ 3 fois plus de sucre que de blanc d'œufs et mélanger énergiquement. En général, on bat les blancs en neige jusqu'à obtenir quelque chose de très ferme. Mais moi, je préfère faire une meringue suisse, et ça se prépare au bain-marie. Pour faire une meringue suisse, on chauffe les blancs d'œufs et le sucre à environ 40 degrés. Le sucre se dissout doucement dans les blancs d'œufs. J'aime cette méthode parce qu'elle permet d'obtenir une meringue plus tendre à l'intérieur, presque comme une mousse. Je pense que la pavlova est l'un des desserts les plus difficiles à faire. Si on bat trop les blancs, si on ne met pas assez de sucre, si le four est trop chaud ou s'il y a trop d'humidité. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer que je ne connais personne qui ait réussi une pavlova parfaitement du premier coup. Pour savoir si c'est prêt, on peut utiliser un thermomètre. Il faut que ce soit à 40 degrés. On peut aussi vérifier comme ça en touchant que le sucre est dissous. Si c'est le cas, c'est que c'est bon. Ensuite, on retire du feu et c'est le moment de fouetter. Le but est que la meringue devienne très ferme. J'ai toujours aimé la pâtisserie. C'est quelque chose que j'adorais faire à la maison. Mais je n'avais jamais envisagé d'en faire mon métier. À la base, je pensais devenir kiné. Mais à 18 ans, je suis partie à Londres et là-bas, je suis tombée amoureuse du chocolat et des pâtisseries. C'était totalement différent de ce que j'avais connu en Australie. Et maintenant, c'est ma vie. Ok, maintenant, on va passer à la machine. Tu abandonnes? Oui, je lâche l'affaire. La meringue est la partie la plus importante, surtout la façon dont on la bat. Si tu la bats trop, elle va devenir sèche, se décomposer et s'effondrer pendant la cuisson. Si elle est trop peu battue, elle va aussi s'affaisser dans le four. C'est vraiment un équilibre très précis à trouver entre pas assez et trop. C'est super brillant, bien ferme, mais toujours lisse, pas trop monté. Je vais la transvaser dans un autre saladier. J'aime bien ajouter un peu de fécule de maïs. Ça aide à donner de la tenue à la meringue. Et le dernier ingrédient, c'est de la gélatine de citron. Il faut quelque chose d'acide avec un pH élevé pour fixer les blancs d'œufs et éviter qu'ils ne s'affaissent. C'est peut-être mon ingrédient secret.
C'est plus un secret maintenant. Plus maintenant. Pour moi, la pâtisserie, c'est comme de la science. Beaucoup de gens pensent que c'est vraiment simple, qu'il suffit de faire un gâteau, juste mélanger des œufs et du sucre, mais c'est tellement plus que ça. C'est très thérapeutique. Tout est tellement précis qu'on doit rester concentré à 100%. On ne pense plus à rien d'autre. Maintenant, je vais cuire la pavlova. Ça dépend du four, mais en général, c'est à 100-110 degrés, sans chaleur tournante et sans humidité. Il faut que ce soit bien sec. Elle va cuire pendant 90 minutes. Je vais à présent préparer la crème qui viendra recouvrir le gâteau. C'est une chantilly simple, donc de la crème fouettée avec un peu de vanille. La pavlova est un plat autour duquel l'Australie et la Nouvelle-Zélande se bagarrent. Moi, je suis née en Australie. Ma mère est néo-zélandaise et mon père australien. Donc, en ce qui concerne l'origine de ce dessert, c'est difficile pour moi de choisir un camp. Je vais quand même choisir l'Australie, car on a des fruits incroyables grâce à notre climat, alors qu'en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas cette chance. Donc, je pense qu'on gagne le duel. Tous les dimanches, on allait chez ma grand-mère. C'était à 1 heure de route et quand on arrivait, on avait droit à un repas gargantuesque. La pavlova faisait toujours partie du menu. C'est un plat qui me rappelle la famille, qui me rappelle mon enfance et mes premiers pas en cuisine. Je crois que c'est probablement le tout premier dessert que j'ai appris à faire. Et voilà notre magnifique pavlova. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'aller tout de suite la manger. Bon, en fait, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est la guerre culinaire. Oui, ils revendiquent tous les deux la paternité de la pavlova. Donc si tu vas en Australie, tu dis que c'est australien. Si tu vas en Nouvelle-Zélande, tu dis que c'est néo-zélandais. Mais qui a raison? Alors ça, c'est un vrai débat et c'est même un casse-tête. Pour les Australiens, la pavlova a été créée en 1935 dans un restaurant de Perth sur la côte ouest. Les Néo-Zélandais, eux, soutiennent qu'elle a vu le jour dans un restaurant de Wellington, la capitale. Certains historiens anthropologues ont fait un travail de fourmi pour trouver qui l'a inventé en premier. Ils ont fouillé dans les archives, dans les journaux, dans les livres de recettes, et résultat, on ne peut rien affirmer avec certitude. La vérité est ailleurs, Clémence. Il n'y a pas que la pavlova qui fait débat entre les deux pays. Les Australiens, ils me disaient qu'il y avait des rivalités aussi autour de la paternité du flat white. En fait, c'est un café avec de la mousse de lait. Ou autour des Anzac biscuits. C'est des biscuits à base de flocons d'avoine. Bref, il y a vraiment une guéguerre entre ces deux pays. Mais on pourrait aussi parler des meat pies, par exemple, des tourtes à base de viande. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces guéguerres culinaires, bon, elles peuvent faire sourire, mais en réalité, c'est un vrai enjeu de fierté nationale pour deux pays, deux voisins, qui partagent une histoire quand même relativement commune. L'Australie et la Nouvelle-Zélande font tous les deux partie du Commonwealth. Ce sont deux pays qui ont été colonisés par les mêmes populations. Et leur façon à eux de s'affirmer, c'est de revendiquer leurs différences, ce qui passe bien évidemment par la gastronomie. Enfin, tu sais Clémence, tu me connais maintenant, expliquer ce genre de choses, chez moi, c'est une sorte de réflexe pavlovien. Bon, trêve de baliverne, allons tout de suite manger notre pavlova. Je crois que nous sommes les seuls à Sydney à utiliser un chariot à dessert. Nous avions envie de revenir à un service assez distingué, avec une présentation très soignée. J'aimerais vous présenter les desserts qui ont été élaborés par notre formidable équipe. Ici, la classique pavlova australienne, pleine de saveurs. Ça me rappelle vraiment l'été, surtout Noël, quand toute la famille se réunit. Il y a toujours quelqu'un qui prépare une grande pavlova pour en avoir assez pour le jour de Noël. Je ne crois pas avoir passé un seul Noël sans pavlova.
Chez moi, c'est une vraie tradition. C'est toujours ma mère qui la prépare. Personne d'autre n'est autorisé. Quand on mange ce plat, ça évoque Noël, les réunions de famille. Impossible d'être triste quand on en mange une. J'aime la cuisine salée, mais pour moi, on est plus restreint, contrairement au dessert. Avec les pâtisseries, on peut tout imaginer, combiner et décorer comme on veut. En plus, voir les gens sourire devant un dessert, c'est une émotion unique. On peut voir les visages s'illuminer. La croûte, vous l'avez vue? Elle est là. Elle est très fine, hein. C'est pas du tout épais, ça doit faire quelques millimètres. Et donc à l'intérieur de cette meringue suisse, voilà, il y a ce nuage de meringue. Alors ça, c'est super bon, on le met en bouche. C'est très léger, ça. Pouf, ça explose. Il n'y a plus rien. La dernière cerise. La nuit tombe sur Sydney. Au restaurant Charles, on s'active en cuisine. La salle affiche complet. La pavlova est un gâteau qui ne se conserve pas. Alors je suis retournée manger une deuxième part. J'aime beaucoup la meringue. C'est léger et sucré, mais pas trop. C'est vraiment délicieux. J'avais entendu parler de la pavlova, mais je n'en avais jamais goûté. C'est super crémeux, fruité, c'est un équilibre parfait. Il y a même une petite touche d'acidité. Personnellement, je préfère la partie crémeuse. Je ne suis pas très fan du croquant, mais avec les fruits frais dessus, c'est parfait. Voilà, perfect. J'espère qu'il vous reste un peu de place, car on va maintenant déguster un autre gâteau typique de l'Australie, le Lamington. C'est le péché mignon de Kieran, un Australien installé à Paris. Un plat dont j'ignorais l'existence avant d'arriver, c'est la raclette. Et j'adore la raclette. Et j'adore comme c'est un événement. C'est pas juste un plat. S'il y a un pote qui demande est-ce que tu es dispo demain, on va jamais dire ah non je peux pas, j'ai pizza. Ah non je peux pas, j'ai curry. Mais on dit non je peux pas, j'ai raclette. Beaucoup d'éléments de la cuisine française s'exportent. Donc, genre, on connaît les croissants, les baguettes. J'en mangeais souvent en grandissant. Ce qui est différent, c'est la qualité. Je ne savais pas à quel point les baguettes que je mangeais étaient dégueulasses. Et que ici, vous avez des vraies baguettes. Et maintenant, je ne peux pas aller en arrière. Je suis britannique-australien. J'ai un parent de chaque côté. Mon père australien, ma mère anglaise. Et puis, on est allé en Angleterre quand j'avais 2 ans. Malgré le fait d'être à distance, je me sens toujours australien. Et il y a des petites choses de tous les jours, comme notamment la cuisine, qui rappellent cette connexion. J'ai pas un souvenir d'un monde sans Vegemite. C'est une espèce de pâte à tartiner qui est fait de l'extrait de levure. C'est aussi le snacking par excellence. Ça fait partie de ce lien avec l'Australie, c'est toute ma vie, mon enfance. Il va nous falloir plus de sucre. On va tremper ça dans le chocolat, dans le noix de coco, et on est bon. Les Lamington, c'est un gâteau typique de l'Australie. Allez hop. Quand j'étais petit, c'était souvent ma mère ou mon père qui allait faire. La première fois que j'ai fait moi-même, en fait, c'était en France. C'était la première gâteau d'anniversaire que j'ai offert à ma copine. Donc c'est un peu drôle. Moi, je viens de Sydney, Australie, et ma copine s'appelle Sydney. Et mon père, l'Australien, quand il a découvert ça, il a trouvé ça hilarant. Donc il n'arrête pas de m'acheter des chemises avec le nom de ma copine et de ma ville de naissance dessus. Il faut assumer à ce que ses mains vont devenir un peu messy, mais ça va un peu les laver après qu'on ait fini.
Un Australien n'a peur de rien, normalement, non? Oui, mais c'est ça que je regrette. Si j'avais vécu plus longtemps en Australie, peut-être que j'aurais un peu plus de Crocodile Dundee de moi. Je suis plutôt européen vis-à-vis les animaux dangereux. Il faut se méfier des Néo-Zélandais, parce qu'il y en a qui te diront que les Lamingtons, ça vient de la Nouvelle-Zélande, mais non, c'est pas du tout vrai. Ok, voilà, quelques Lamingtons. Vegemite on toast. C'est très salé. Oui. Très salé. Mm-hmm. C'est pas incroyable. Ça, c'est une réaction assez classique, ouais. C'est quelque chose qui est très clivant. Je préfère ça. It's great. Ça me rappelle les Lamingtons qui me rappellent l'Australie, quoi. Je crois que ma vie serait améliorée par la présence de plus de Lamingtons de façon régulière. Je savais que j'étais devenu français. Je ne sais pas si c'est français ou parisien. C'est le réflexe de si quelque chose va mal, si le métro est en retard, il va sortir sans ma volonté un « oh là là ». C'est très cathartique. Un bon « oh là là ». Si je deviens français, officiellement, j'aurai 3 passeports. Je serai britannique, australien, français. Les identités partagées, c'est pas forcément je suis 50% ça et 50% ça. C'est plus je suis 100% ça et 100% ça et 100% ça. Les mathématiciens n'aimeront pas ça, peut-être. C'est pas comme ça que ça marche, un pourcentage. Mais en termes d'identité, c'est vrai et c'est une richesse. Vous voulez proposer une pavlova à vos invités au prochain repas de Noël. On a la recette pour vous. À vos marmites, c'est tout de suite. Nommée d'après une ballerine russe venue faire une tournée en Australie dans les années 20, la pavlova a depuis fait le tour du monde. Si vous voulez faire valser les blancs d'œufs, on a la recette qu'il vous faut. Pour tournoyer comme Anna Pavlova, rassemblez 200 g de sucre, 25 centilitres de crème fleurette, une cuillère à café de vinaigre blanc, une autre de fécule de maïs, et n'oubliez pas, les blancs d'œufs, il vous en faudra 4. Trouvez aussi quelques fruits de saison pour accompagner le ballet, des agrumes en hiver, des fruits rouges en été. Montez à la main ou au robot les blancs en neige, pas trop fermes. Presque avant la fin, ajoutez le sucre en pluie et continuez de mélanger 5 minutes. Versez enfin la fécule et le vinaigre blanc. Déposez la meringue en gros tas sur une feuille de papier sulfurisé que vous glisserez dans un four tiède pendant 1h30. Montez la crème en chantilly. Quand la meringue a totalement refroidi, tartinez-la généreusement de chantilly et de fruits. N'attendez pas pour entrer en scène. La pavlova est aussi fragile qu'une ballerine montée sur pointe. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà fini. Mais rassurez-vous, on a plein d'autres recettes en stock. Goodbye et bien sûr, guten appetit.